Le prénom qu'elle portait ne lui avait jamais semblé juste. Camille. Sa mère le lui avait donné en pensant à une actrice qu'elle aimait, une femme élégante vue dans un film en noir et blanc. Et Camille Rousseau avait grandi avec ce prénom qui sentait la dentelle et les après-midi tranquilles, alors que sa vie n'avait jamais ressemblé ni à l'un ni à l'autre. Elle avait 22 ans quand son père l'avait mise dehors. 22 ans, 6 mois de grossesse et une valise en tissu bordeaux que sa mère lui avait laissée avant de mourir, 3 ans plus tôt, d'un cancer du sein qui avait mis du temps à la tuer et beaucoup moins de temps à ruiner ce qui restait de cohésion dans la famille Rousseau. Son mari s'appelait Thomas Moreau. Il était mort 11 semaines avant la scène dans le couloir, d'un accident sur l'autoroute A6, un mardi soir de novembre, sous une pluie fine qui avait rendu le bitume brillant comme un miroir. Un camion, une seconde d'inattention, et Thomas n'était plus là. Camille avait appris la nouvelle par un gendarme qui sonnait à la porte, avec ce visage que les gendarmes font dans ces moments-là. Un visage appris, maîtrisé, fait pour amortir ce qui ne peut pas être amorti. Son père s'appelait Bernard Rousseau. Il travaillait dans la restauration, gérait un bistrot dans le 11e arrondissement de Paris que sa femme avait contribué à ouvrir avec l'argent de ses parents. De l'argent que Bernard avait toujours considéré comme le sien depuis le jour où il avait épousé Michel Fontaine, 25 ans plus tôt. Depuis la mort de Michel, Bernard buvait davantage, travaillait moins bien, et avait trouvé dans la douleur de sa femme disparue une raison suffisante pour ne pas regarder la douleur des autres. Il y avait aussi Sandrine. Sandrine Petit, 41 ans, serveuse au bistrot depuis 2 ans, qui dormait dans la chambre de Michel depuis 6 mois et qui avait appris très vite que la présence de Camille dans l'appartement du dessus compliquait des choses qu'elle préférait simples. Ce fut un jeudi matin. Camille était en train de faire chauffer du lait quand Bernard entra sans frapper, ce qu'il faisait toujours, comme si les portes de son immeuble n'existaient que pour les autres. Il avait les yeux rouges de quelqu'un qui n'a pas dormi ou qui a trop bu, probablement les deux. Il posa les mains à plat sur la table de la cuisine et dit qu'il avait besoin de l'appartement, que Sandrine avait sa sœur qui venait de Lyon avec ses 2 enfants et qu'ils avaient trop besoin de place, que Camille était assez grande pour se débrouiller, qu'il lui donnait jusqu'à dimanche. Camille avait posé la casserole de lait sur le feu, s'était tournée vers lui et avait regardé son père avec ce regard qu'on a quand on cherche quelque chose dans un visage et qu'on ne trouve rien. Elle avait dit qu'elle était enceinte de 6 mois et veuve depuis 11 semaines. Il avait dit qu'il le savait. Elle avait attendu qu'il ajoute quelque chose, qu'il y ait une suite, une explication qui fasse tenir ensemble ce qu'il venait de dire avec le fait qu'il était son père. Mais Bernard Rousseau avait ramassé sa dignité comme on ramasse un manteau oublié, et il était sorti en laissant la porte entr'ouverte. Dimanche, Camille était partie avec la valise Bordeaux, une boîte en carton scellé avec du ruban adhésif marron, et le sac à dos que Thomas utilisait pour aller au travail et qui sentait encore un peu son déodorant, ce détail ridicule auquel on s'accroche quand tout le reste part en morceaux. Elle avait dans le sac à dos 340 €, le livret de famille, les photos de son mariage civil à la mairie du 11e, le carnet de santé du bébé qui n'était pas encore né, et une lettre que Thomas lui avait écrite pour leur premier anniversaire de mariage, et qu'elle n'arrivait pas à relire depuis sa mort, parce que l'écriture de Thomas sur le papier lui faisait l'effet d'une présence qui n'était plus là pour être touchée. Elle avait appelé 2 amies. La première avait dit qu'elle était vraiment désolée, mais que son appartement était trop petit. La deuxième n'avait pas répondu. Elle avait pensé à sa cousine Élise, à Bordeaux. Mais Élise avait ses propres problèmes et une belle-mère qui comptait les serviettes de toilette. Elle avait pensé à son ancienne patronne de la librairie, où elle avait travaillé 2 ans avant de tomber enceinte et d'arrêter sur conseil du médecin à cause d'une tension trop haute. Elle avait décroché son téléphone, regardé le numéro, raccroché sans appuyer. Ce fut à ce moment-là, assise sur un banc du boulevard Richard Lenoir avec ses affaires à ses pieds et le froid de mars qui n'en finissait pas, qu'elle pensa à Marguerite Vidal, une femme qu'elle n'avait pas vue depuis presque 2 ans, qui vivait seule dans un appartement du côté de Vincennes, au bord du bois, et qui la dernière fois qu'elle s'était vue lui avait dit quelque chose que Camille n'avait pas compris sur le moment, mais qui maintenant, sur ce banc, commençait à prendre un sens différent. Marguerite avait dit, en lui prenant les mains sans demander la permission, que Camille avait les mains d'une femme qui savait travailler et la tête d'une qui savait résister, et que ça ensemble, c'était beaucoup. Marguerite Vidal n'était pas une parente, elle était la grand-mère de Thomas par la mère, une femme que la famille Moreau mentionnait rarement et sans chaleur, qu'on appelait la vieille de Vincennes, ou simplement on ne l'appelait pas, parce que la mère de Thomas avait décidé depuis longtemps que cette femme était un passé encombrant, une époque révolue, quelqu'un qui ne cadrait pas avec l'image que les Moreau voulaient donner d'eux-mêmes. Marguerite avait fait des études de philosophie dans les années 70, avait milité, avait divorcé 2 fois, avait élevé seule la mère de Thomas avec l'argent qu'elle gagnait comme traductrice de textes techniques.
Une vie que les Moreau résumaient d'un mot qui voulait tout dire et rien dire. Compliqué. Thomas l'avait retrouvé à 25 ans, par hasard, par un ami commun qui ne savait pas que c'était un hasard, et depuis il lui rendait visite en secret, 2 ou 3 fois par an, sans en parler chez lui parce qu'il savait que ça créerait une discussion qu'il ne voulait pas avoir. Il avait présenté Camille à Marguerite un après-midi d'octobre, 2 ans avant de mourir, dans cet appartement du bord du bois, qui sentait le vieux papier et le café fort, et quelque chose que Camille n'avait pas su identifier, mais qui lui avait semblé être l'odeur exacte d'un endroit où on peut penser. Camille avait appelé. Marguerite avait décroché à la 2e sonnerie. Camille avait dit qu'elle n'avait nulle part où aller. Marguerite avait dit d'accord, et avait donné l'adresse comme si c'était une information pratique et rien de plus. Le RER jusqu'à Vincennes durait 35 minutes. Camille avait regardé les gens dans le wagon, les visages fatigués du dimanche soir qui rentraient, les enfants endormis sur les genoux de leurs parents, les couples silencieux. Elle avait posé la main sur son ventre, ce geste qu'elle faisait sans y penser depuis des semaines, comme pour s'assurer que quelque chose tenait encore. Thomas avait dit, quelques jours avant de mourir, qu'ils appelleraient tôt le bébé Jules si c'était un garçon, et Léa si c'était une fille, mais que ça pouvait changer. Qu'ils avaient le temps. Ils n'avaient pas eu le temps. L'appartement de Marguerite était au 3e étage d'un immeuble ancien dont l'ascenseur fonctionnait 1 fois sur 2. Les murs du couloir étaient couverts de livres empilés horizontalement, parce que les bibliothèques étaient pleines. Il y avait un bureau encombré de papier, une cuisine minuscule qui donnait sur une courette intérieure, un salon avec 2 fauteuils usés qui se regardèrent devant une fenêtre qui donnait sur les premiers arbres du bois de Vincennes. Marguerite avait 68 ans, les cheveux courts et blancs, des lunettes rondes en acier, et cette façon de regarder les gens comme si elle lisait ce qu'il y avait derrière les mots. Elle avait ouvert la porte, regardé Camille, regardé le ventre, regardé la valise et la boîte en carton et le sac à dos de Thomas. Elle n'avait pas paru surprise. Elle avait dit entre « j'ai fait une soupe » et s'était retournée vers la cuisine comme si c'était tout ce qu'il y avait à dire, ce qui était exactement tout ce qu'il y avait à dire. Cette nuit-là, après la soupe et le pain et le fromage qu'elles avaient de manger sans trop parler, Marguerite avait posé une tasse de tilleul devant Camille et s'était assise en face d'elle avec ses mains jointes sur la table. Elle avait demandé, directement, « Ton père t'a mise dehors ». Camille avait dit qu'il avait besoin de la place. Marguerite avait hoché la tête de cette façon de quelqu'un qui connaît déjà l'histoire, parce qu'il a vécu quelque chose de semblable. « Les Moreau, avait-elle dit, m'ont fait la même chose quand ma fille était morte, et que la mère de Thomas a décidé qu'une grand-mère divorcée et militante n'allait pas avec le nom qu'ils essayaient de construire. » Camille l'avait regardée. Elle ne savait pas ça. « Presque personne ne le sait, » avait dit Marguerite. « C'est ce qu'ils veulent. » Elle avait bu son tilleul lentement. « Tu as de l'argent ?»« Peu. Ce que j'avais de côté et les quelques économies que Thomas gardait dans un tiroir. »« Tu as du travail ?»« Non. Je travaillais dans une librairie mais j'ai arrêté à cause de la grossesse. » Marguerite avait hoché la tête encore. « Tu restes ici, avait-elle dit. La chambre du fond est pour toi. Le bébé naît ici si c'est nécessaire. Ce n'est pas une question, ce n'est pas un service, c'est ce qu'on fait. » Camille avait senti quelque chose se défaire en elle, qui n'était pas le bébé. Quelque chose de plus profond, comme quand un nœud qu'on porte depuis si longtemps qu'on ne se souvient plus qu'il est là, se desserre enfin. Elle avait dit merci avec une voix cassée. Marguerite avait secoué la tête. « Ne me remercie pas encore. D'abord on va voir de quoi tu es faite. » Les semaines qui suivirent furent étranges d'une bonne façon. Camille avait passé des mois à marcher sur des œufs dans l'appartement de son père, à peser chaque geste pour ne déranger ni Bernard ni Sandrine. Et soudain, elle était dans un endroit où personne ne la mesurait, où elle pouvait prendre son café le matin en regardant les arbres du bois, sans avoir à expliquer quoi que ce soit. Marguerite se levait tôt, toujours, et quand Camille sortait de sa chambre, les yeux encore mi-clos, la vieille femme était déjà à son bureau en train de traduire ou de lire, avec un café déjà servi et du pain déjà coupé sur la table de la cuisine. Elles prenaient le petit déjeuner ensemble, dans ce silence du matin qui n'était pas un silence inconfortable, mais le silence de 2 personnes qui ont appris à être présentes sans avoir besoin de remplir tout l'espace. Marguerite travaillait comme traductrice depuis 40 ans, principalement pour des cabinets d'ingénierie et des entreprises pharmaceutiques qui avaient besoin de leurs documents techniques traduits en anglais ou en allemand. C'était un travail invisible, discrètement indispensable, que les gens ne voyaient jamais parce qu'une bonne traduction est une traduction qu'on ne remarque pas. Elle gagnait suffisamment pour vivre simplement, pour acheter les livres qu'elle voulait, pour boire du bon vin le vendredi soir, pour ne pas avoir à dépendre de quelqu'un. Ce fut la 3e semaine que l'histoire prit une direction que ni Camille ni Marguerite n'avaient reprévue. C'était un mardi matin, tôt,
avec ce froid mouillé d'avril qui ne se décide pas à devenir du printemps. Camille était sortie marcher parce que le médecin lui avait dit que marcher était important, et parce que rester dans l'appartement à penser lui faisait plus de mal que le froid. Elle longeait le bord du bois, les mains dans les poches du manteau de laine que Marguerite lui avait prêté, trop grand de 2 tailles, ce qui était précisément ce qu'il lui fallait avec le ventre qui avançait. À l'angle de la rue de la Paix et de l'avenue de Paris, il y avait 2 grandes poubelles industrielles grises devant l'entrée d'un immeuble haussmannien, le genre d'immeuble avec des moulures, et un code d'entrée, et un digicode, et un gardien qu'on ne voit jamais mais qui existe. Quelqu'un avait laissé à côté des poubelles une dizaine de cartons, entassés avec soin, le genre de carton qu'on laisse quand on déménage et qu'on ne sait pas quoi faire des restes. Camille aurait continué à marcher, mais quelque chose dépassa d'un des cartons entr'ouverts, un coin de tissu qui brillait d'une façon qui n'était pas le tissu des vêtements qu'on jette parce qu'ils sont usés. Elle s'arrêta, regarda, se pencha comme elle pouvait avec le ventre, ce qui demanda un effort qu'elle n'avait pas prévu, et vit que ce qui dépassait était le coin d'un veston, bleu marine, en laine fine, le genre de veston qui coûte suffisamment cher pour qu'on le remarque même froissé dans un carton. Elle ne prit pas le veston. Ce qui attira son attention était autre chose, posé dessous, un cahier spirale épais dont la couverture portait, griffonné au stylo bille, une adresse dans le 8e arrondissement. Elle aurait dû continuer à marcher. Elle ne sut pas pourquoi elle tendit la main et prit le cahier. Elle l'ouvrit à la première page. Ce qu'elle vit ne ressemblait pas à ce qu'elle avait attendu. Ce n'était pas un journal intime. Ce n'était pas une liste de courses. C'était, écrit en petites lettres serrées, le début de quelque chose qui ressemblait à un plan. Des colonnes de chiffres, des noms d'entreprises, des flèches entre des mots. Et dans la marge du haut de la première page, écrit en rouge comme s'il était important de ne pas l'oublier, un seul prénom et un numéro de téléphone. Édouard. Elle referma le cahier, le regarda, le remit dans sa poche, continua à marcher. Elle en parla à Marguerite ce soir-là, en posant le cahier sur la table entre elles deux. Marguerite le prit, l'ouvrit, le feuilleta lentement avec ses gestes de femme habituée à lire des documents complexes. Elle resta longtemps sur certaines pages, les yeux plissés. Puis elle le posa et dit, doucement, comme quelqu'un qui ne veut pas dramatiser, mais qui pense que l'information mérite d'être dite. Ça, c'est le plan d'affaires de quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ou qui en a eu beaucoup. Camille lui avait demandé ce qu'elle voulait dire. Marguerite avait montré une page du milieu, des colonnes qui représentaient des flux financiers, des termes que Camille ne connaissait pas, des montants avec beaucoup de zéros. Quelqu'un a mis ça dans une poubelle, avait dit Marguerite, soit parce que c'est fini et qu'il n'en a plus besoin, soit parce que quelqu'un d'autre a décidé à sa place que c'était fini. Il y a une différence. Camille avait regardé le numéro dans la marge. Elle avait dit qu'elle ne savait pas si elle devait appeler. Marguerite avait répondu qu'elle ne savait pas non plus, mais que si ce cahier appartenait à quelqu'un qui était dans le besoin, quel que soit le sens que prenait ce mot pour quelqu'un qui avait visiblement eu beaucoup d'argent, alors le rappeler était simplement la chose juste à faire. Elle appela le lendemain matin, depuis la fenêtre de la cuisine qui donnait sur la courette, pendant que Marguerite traduisait dans le bureau. Le téléphone sonna 4 fois. Une voix d'homme décrocha, une voix qui avait l'habitude d'être écoutée mais qui à ce moment précis avait quelque chose de moins assuré. Une légère cassure dans le registre, comme quelqu'un qui répond parce qu'il n'a plus les moyens de ne pas répondre. Camille avait dit son prénom, dit qu'elle avait trouvé un cahier près des poubelles d'un immeuble rue de la Paix à Vincennes, demandé si par hasard ce cahier lui appartenait. Le silence qui suivit dura assez longtemps pour que Camille se demande si elle avait fait une erreur. Puis l'homme avait dit oui, d'une voix qui ne ressemblait plus tout à fait à la voix du début. Quelque chose s'était déposé dans ce oui, comme un poids qu'on pose après l'avoir porté longtemps. Il s'appelait Édouard Vernet. Il avait 47 ans et il était, selon ce que Camille apprit progressivement dans les jours qui suivirent, en train de traverser ce qu'il appelait, avec une ironie assez tranquille, la période la plus instructive de sa vie. 6 mois auparavant, il était associé majoritaire d'une société d'investissement immobilier dont le siège était dans le 8e arrondissement, avec un appartement de 200 mètres carrés avenue Montaigne, une maison en Provence, un comptable, un avocat, et ce nombre précis de personnes autour de lui qui constituent une vie sociale, quand les choses vont bien, et qui disparaissent avec une rapidité étonnante quand elles vont moins bien. Un associé avait détourné des fonds. Les détails étaient des complexes, mais le résultat était simple. Procédure judiciaire en cours, compte gelé dans l'attente de l'enquête, appartement vendu pour couvrir les dettes les plus urgentes, déménagement contraint dans un studio de 22 mètres carrés à Vincennes, les cartons des restes de sa vie posés sur le trottoir en attendant qu'il décide quoi en faire. Ce cahier, lui dit-il quand ils se retrouvèrent pour qu'il le récupère, devant un café d'une brasserie de Vincennes qu'il avait proposé parce que c'était le plus simple.
contenait le plan de reconstruction qu'il avait commencé à écrire, après avoir compris que l'associé avait tout manœuvré contre lui. Un plan pour repartir, pour récupérer ce qui pouvait l'être, pour construire quelque chose de différent et de plus solide. Il l'avait cru perdu. Le fait que ce soit précisément une femme enceinte qu'il avait trouvée à côté d'une poubelle lui sembla, dit-il avec ce sourire légèrement décalé d'un homme qui n'était pas habitué à l'autodérision, mais qui était en train d'apprendre, être le genre de détail que la vie invente quand elle veut être certaine qu'on ne l'oublie pas. Camille l'avait regardé boire son café. Elle avait fait ce calcul rapide qu'on fait quand on essaie de comprendre quelqu'un en peu de temps. Un homme qui avait eu beaucoup, qui n'avait plus grand-chose, et qui parlait de ça sans apitoiement, avec cette franchise de quelqu'un que l'humiliation a rendu, contre toute attente, plus intéressant qu'avant. Elle n'avait pas de raison de lui faire confiance. Elle n'avait pas non plus de raison de ne pas lui parler. Elle lui parla. De Thomas, de l'accident, de son père et du dimanche où elle était partie avec la valise, du banc du boulevard Richard Lenoir, de Marguerite. Elle ne sut pas exactement pourquoi elle lui dit tout ça, peut-être parce qu'il avait dit la vérité sur sa propre situation, et que ça créait une sorte de permission réciproque. Édouard l'écouta sans l'interrompre, ce qui était déjà, elle le comprit plus tard, une façon d'être rare. Il demanda ce qu'elle avait fait avant de tomber enceinte. Elle dit la librairie. Il demanda depuis combien de temps. Elle dit 2 ans, mais qu'avant elle avait fait des études de gestion à l'université Paris-Dauphine, et que la librairie était un choix provisoire qui avait duré plus longtemps que prévu parce que Thomas et elle voulaient s'installer avant qu'elle cherche quelque chose de plus en rapport avec sa formation. Édouard la regarda avec cette attention particulière de quelqu'un qui réorganise mentalement ce qu'il vient d'entendre. Il dit qu'une femme qui avait fait Dauphine et qui avait choisi de travailler dans une librairie pendant 2 ans avait probablement une façon de penser que les gens qui n'avaient fait que Dauphine n'avaient pas forcément. Camille ne sut pas si c'était un compliment ou une observation. Elle supposa que c'était les deux. Ils se revirent 3 fois dans les 2 semaines qui suivirent, toujours dans cette brasserie de Vincennes, toujours avec des cafés qu'Édouard payait parce qu'il insistait, et parce que Camille avait appris que refuser certaines formes de politesse coûtait plus d'énergie qu'elle n'en valait. Il lui montra le plan du cahier, page par page, en lui expliquant la logique. Elle lui posa des questions, certaines naïves, d'autres qui ne l'étaient pas. Il répondit à toutes avec la même attention, sans faire de distinction entre les unes et les autres, ce qu'elle nota. Le plan dans ses grandes lignes était celui-ci. Édouard avait, malgré tout ce qui s'était passé, conservé un réseau de contacts dans le secteur immobilier et des connaissances précises sur certains marchés de niche que son associé n'avait pas eu le temps ou l'intérêt de toucher avant que tout s'effondre. Il n'avait plus les capitaux pour agir seul, mais il avait la connaissance, les contacts, et ce que son avocat appelait, avec un optimisme prudent, une position défendable dans la procédure judiciaire qui avançait dans le bon sens. Ce qu'il lui manquait, dit-il un après-midi avec une franchise qu'elle apprécia, c'était quelqu'un qui puisse gérer la partie administrative et commerciale, pendant qu'il se consacrait aux négociations, quelqu'un de rigoureux, de discret, et qui avait assez peu à perdre pour accepter un arrangement inhabituel. Camille rentra cet après-midi-là à Vincennes et parla à Marguerite pendant 2 heures. Marguerite l'écouta tout, puis resta silencieuse un long moment en regardant la fenêtre. Puis elle dit « Tu veux que je te dise ce que je pense vraiment ?» Camille dit oui. Marguerite dit qu'un homme qui avait eu beaucoup d'argent et qui en avait peu pouvait être 2 choses différentes. Soit quelqu'un qui avait appris quelque chose de la chute, soit quelqu'un qui attendait de remonter pour redevenir ce qu'il était avant. Et que la différence entre les deux était précisément ce que Camille devrait observer dans les semaines à venir avant de prendre n'importe quelle décision. Le bébé naquit 31 jours après. C'était la nuit, avec une pluie légère sur les vitres et cette lumière particulière des hôpitaux qui fait que le temps s'arrête et continue en même temps. Marguerite était dans la salle d'attente parce que Camille lui avait demandé d'être là, ce qui n'était pas rien pour quelqu'un qui n'avait personne d'autre. Le travail dura 7 heures. Camille serra les dents et les mains de la sage-femme et poussa quand on lui dit de pousser. C'était un garçon. Il pesait 3 kilos de sang. Il avait les mains de Thomas. Ce détail absurde et précis qu'on remarque en premier et qu'on n'oublie pas. Elle l'appela Jules, parce que Thomas avait dit Jules si c'était un garçon, et parce que personne ne lui enlèverait ça. Son deuxième prénom était Édouard, non pas pour une raison sentimentale, mais parce que Marguerite avait dit, avec ce pragmatisme tranquille qui était le sien, que donner le prénom d'un homme qui t'a traité avec respect n'était pas une dette. C'était une façon de reconnaître que le respect existe et qu'il mérite d'être nommé. Son nom de famille était Moreau, parce que Camille avait décidé que personne n'effacerait le père de son fils, ni dans les papiers, ni dans la mémoire. Quand Marguerite entra dans la chambre et vit Jules dans les bras de Camille, elle le regarda longtemps sans rien dire. Puis elle dit simplement, à voix basse, « Thomas aurait été fier. »
Camille ferma les yeux un moment. Quand elle les rouvrit, ils étaient humides. « Je sais, dit-elle. » Les mois qui suivirent furent de travail et d'apprentissage et de construction lente. Édouard avait proposé à Camille un arrangement précis et écrit, rédigé par son avocat, qui définissait clairement ses responsabilités, sa rémunération dès que les premiers revenus arriveraient, et sa part dans les éventuels bénéfices. Marguerite avait relu le document 3 fois et avait suggéré 2 modifications, qu'Édouard avait acceptées sans discuter. Camille avait signé. Elle travaillait depuis l'appartement de Marguerite au début, avec un ordinateur portable qu'elle avait acheté d'occasion dans un magasin de Vincennes avec les dernières économies de Thomas, pendant que Jules dormait dans le berceau que Marguerite avait commandé en ligne, avec la discrétion de quelqu'un qui donne sans vouloir être remercié. Elle gérait la correspondance, les dossiers administratifs, les relations avec les notaires et les agents immobiliers qu'Édouard contactait. Elle apprenait vite, avec cette capacité de concentration des gens qui n'ont pas le luxe de ne pas comprendre. Édouard venait 2 ou 3 fois par semaine. Il travaillait dans la cuisine, avec ses papiers étalés sur la table pendant que Camille était au bureau, et Marguerite traduisait dans la pièce du fond. Il y avait quelque chose d'un peu improbable dans ce tableau. Un homme de 47 ans, en train de reconstruire une société d'investissement depuis la cuisine d'un appartement de Vincennes, encombré de livres. Mais les situations improbables ont cet avantage qu'elles obligent les gens à être ce qu'ils sont vraiment, plutôt que ce qu'ils représentaient. Marguerite l'observa pendant des semaines, avec ce regard qu'elle avait, ce regard qui lisait derrière les mots. Un soir, après qu'Édouard était reparti, elle dit à Camille « Il a appris quelque chose ». Camille demanda comment elle le savait. Marguerite dit que les gens qui n'ont pas appris de leur chute parlent toujours de comment ils vont remonter. Les gens qui ont appris parlent de comment ils vont faire différemment. Édouard parlait de faire différemment. Ce fut au 5e mois que la procédure judiciaire rendit son premier verdict significatif. L'associé était reconnu coupable de détournement de fonds. Une partie des avoirs gelés d'Édouard était débloquée. Pas tout, pas les appartements vendus, pas les années perdues, mais assez pour que quelque chose commence. Ce soir-là, Édouard arriva avec une bouteille de champagne qu'il posa sur la table de la cuisine sans fanfare, et Marguerite sortit 3 verres dont un qu'elle ne but qu'à moitié, ce qui était sa façon de célébrer avec mesure. Le premier projet qu'ils concrétisèrent fut la réhabilitation d'un immeuble de 6 appartements dans le 20e arrondissement, un bien que l'associé avait écarté parce qu'il le jugeait trop petit pour être intéressant, et qu'Édouard connaissait comme exactement le genre de projet que les investisseurs habituels ne regardèrent pas mais qui avait un potentiel réel si on prenait la peine de le regarder correctement. Camille géra l'ensemble de la partie administrative, les permis, les devis, les relations avec les artisans, la comptabilité du projet. Elle découvrit qu'elle avait un talent particulier pour voir les contradictions dans les documents, avant qu'elles deviennent des problèmes. Ce talent invisible de quelqu'un qui lit les petits caractères par habitude, et non par méfiance. Édouard le remarqua. Il le dit, directement, sans en faire un événement, de cette façon qu'il avait de nommer les choses simplement, ce qui était, elle le comprenait progressivement, une forme de respect que certaines personnes n'exercent qu'envers des égaux. Jules grandissait. Il avait les yeux de Thomas et le caractère de personne d'autre que lui-même, ce que Marguerite disait être la marque des gens qui allaient avoir une vie intéressante. Il dormait dans la chambre que Camille avait peinte d'un bleu pâle, qu'elle avait choisie parce que c'était la couleur du lac de Genève, sur une photo que Thomas et elle avaient prise lors de leur seul voyage ensemble, un week-end en train l'année avant qu'il meure. Ce bleu sur les murs était une façon de garder Thomas dans la pièce où son fils dormait, sans que ça soit quelque chose qu'on explique, juste quelque chose qu'on sait. Marguerite lui apprit d'autres choses. Elle lui apprit à lire un contrat comme un traducteur lit un texte, cherchant l'espace entre ce qui est dit et ce qui est signifié. Elle lui apprit à négocier sans agressivité, avec cette technique qui consiste à poser des questions, jusqu'à ce que l'autre comprenne lui-même où se trouve le problème, ce qui est infiniment plus efficace que de le lui montrer. Elle lui apprit que la mémoire institutionnelle d'une entreprise, cette connaissance accumulée qui ne figure dans aucun document mais qui fait tourner les choses, était exactement le genre de connaissance qu'on néglige jusqu'au moment où on en a désespérément besoin. Le soir, quand Jules dormait et qu'Édouard était reparti, elle s'asseyait devant la fenêtre du salon qui donnait sur les arbres du bois, avec leur tasse de tisane, et Marguerite parlait parfois de Thomas. Elle le racontait enfant, avant que les Moreau l'éloignent d'elle. Comment il courait dans le couloir de cet appartement, avec ses chaussettes sur le parquet. Comment il lui posait des questions, surtout avec cette insistance des enfants qui ne veulent pas de réponse approximative. Comment il aimait les oranges et détestait les escalators et avait un jour décidé, à 7 ans, qu'il ne mangerait plus de viande pour une raison qu'il avait expliquée avec une logique imparable, qui avait duré exactement 3 jours avant que l'odeur d'un poulet rôti ne vienne à bout de ses convictions. Camille écoutait et pleurait en silence.
C'était la seule façon qu'elle avait de continuer à le connaître, maintenant qu'il n'était plus là. Une de ces nuits, Marguerite resta longtemps silencieuse à regarder les arbres. Puis elle dit « Thomas est venu me voir, 6 semaines avant l'accident. » Camille se figea. Il était venu seul, comme toujours, mais cette fois il était différent, plus grave. Il m'a dit qu'il avait un mauvais pressentiment. Pas sur quelque chose de précis, juste cette sensation que les choses pouvaient te basculer. Il m'a donné quelque chose. Il a dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, je devais te le donner à toi seulement. Marguerite se leva, entra dans sa chambre. Camille entendit ses pas, le bruit d'un tiroir. Quand elle revint, elle tenait une enveloppe Kraft, épaisse, fermée avec du ruban adhésif. Elle la posa sur la table entre elles. Il m'a aussi dit comment l'ouvrir. Ce qu'il y a dedans est à toi. Les mains de Camille tremblaient quand elle prit l'enveloppe. Elle l'ouvrit avec soin. Il y avait à l'intérieur plusieurs feuilles pliées, denses, écrites de la main de Thomas, et un document agrafé que Camille reconnut, après quelques secondes, pour ce qu'il était. Un acte notarié. Elle le lut une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, parce qu'elle ne voulait pas mal comprendre. Thomas avait acheté, 2 ans avant de mourir, une part d'un local commercial dans le 11e arrondissement, non loin du bistrot de son père à elle, dans une petite rue qui donnait sur une place, dans un quartier qui se transformait lentement vers quelque chose de mieux. Il l'avait mis à son nom à elle. Il l'avait payé sur 2 ans avec des économies qu'il avait constituées sans lui en parler, pas par manque de confiance, mais parce qu'il voulait que ce soit une certitude avant d'en parler, une chose accomplie plutôt qu'une promesse. Le document était parfait, signé, enregistré, avec tous les cachets qu'un document doit avoir pour être inattaquable. Et sur le document, dans la marge, il avait écrit à la main, comme une note à lui-même, pour qu'elle ait toujours quelque part où aller. Camille lut les lettres ensuite, 4 pages. Elle les lut en silence, pendant que Marguerite attendait les mains jointes, sans demander, comme quelqu'un qui sait que certaines choses se lisent seul. Quand elle eut terminé, elle avait les joues mouillées, et les yeux de quelqu'un qui vient de recevoir quelque chose de si grand qu'il ne sait pas encore bien où le mettre. Elle plia les pages avec le plus grand soin, les remit dans l'enveloppe et les appuya contre sa poitrine un long moment. « Il savait, » dit-elle enfin avec une voix brisée. « Il savait que quelque chose pouvait arriver, et il a tout préparé pour que je ne me retrouve pas sans rien. » Marguerite la regarda. Dans ses yeux, il y avait quelque chose qui était de la fierté et de la douleur, et de l'amour et de la colère, mêlés d'une façon que seuls les visages des gens qui ont beaucoup vécu peuvent se contenir. « Mon petit-fils était un homme bien, » dit-elle. La famille Moreau ne l'a jamais mérité. Le local était dans un état moyen, ni délabré ni impeccable, ce genre d'état qui signifie qu'on peut en faire quelque chose si on sait quoi. Camille y alla un matin avec Jules dans un porte-bébé ventral, les clés que Marguerite lui avait remises dans la poche, et elle resta un long moment dans l'espace vide à regarder les murs, la lumière qui entrait par la vitrine, l'espace qu'elle pouvait devenir. L'idée du projet lui vint de la même façon que les meilleures idées viennent, à mi-chemin entre ce qu'on sait faire et ce dont on a besoin. Marguerite avait ses traductions et ses connaissances. Camille avait sa formation en gestion et ses 2 ans de librairie et ce qu'elle avait appris ces derniers mois à travailler avec Édouard. Et il y avait ce local dans ce quartier qui se transformait, avec une clientèle en train de changer, des gens qui cherchaient autre chose que les enseignes habituelles, qui voulaient du sens dans leurs achats, un lien avec quelque chose de réel. Elle passa des heures à la table de la cuisine de Marguerite à écrire, à effacer, à recommencer. Marguerite lisait ce qu'elle écrivait et posait des questions. Édouard, quand il venait, regardait les chiffres et signalait ce qui ne tenait pas. Progressivement, quelque chose de cohérent émergea. Une librairie spécialisée en sciences humaines et en langue, avec un espace de traduction et d'aide à la rédaction pour les particuliers et les petites entreprises, et un service de médiation documentaire pour les associations et structures qui avaient des besoins administratifs complexes, mais pas les budgets pour les payer au prix des cabinets habituels. Ce n'était pas un projet révolutionnaire, ce n'était pas le genre de chose qui fait la une d'un magazine. C'était quelque chose de solide, construit sur des compétences réelles, qui répondait à un besoin concret, dans un lieu qui était là et qui attendait. Édouard, quand elle lui présenta le plan finalisé, prit le temps de le lire en entier avant de dire quoi que ce soit. Puis il dit que c'était le premier plan d'affaires en 2 ans qu'il lisait sans trouver de raison de le mettre en doute. Ce fut Marguerite qui dit, ce soir-là, en servant le vin du vendredi, « Vous savez que vous formez une équipe qui n'aurait pas dû exister. » Camille avait demandé ce qu'elle voulait dire. Marguerite avait dit qu'une veuve de 22 ans, avec un bébé, un millionnaire ruiné par son associé, et une traductrice de 68 ans mise au rebut par sa propre famille, n'étaient pas les matériaux dont on construit habituellement une société.
mais que les meilleures choses étaient généralement construites par les gens que personne n'attendait. La boutique ouvrit un jeudi de septembre, avec une affiche dans la vitrine que Jules avait ornée, à 10 mois, d'une trace de main en peinture bleue que Camille avait décidé de garder parce qu'elle était exactement ce qu'une affiche devait être. Le nom était Fenêtre sur cour, parce que Marguerite avait dit que tout bon livre était une fenêtre et que toute bonne traduction était une cour intérieure qu'on partageait avec quelqu'un qui ne parlait pas votre langue. Les premiers clients vinrent par curiosité. La librairie avait ce caractère particulier que les espaces ont quand ils ont été pensés par des gens qui aiment vraiment ce qu'ils font. Les livres étaient choisis avec soin, pas selon les tables de nouveautés des distributeurs, mais selon une logique propre, des collections qui se répondaient, des auteurs qu'on ne trouvait pas partout. Marguerite venait 3 matins par semaine, s'asseyait dans le fauteuil près du rayon langue et philologie, et quand quelqu'un entrait avec une question sur un texte à traduire ou un document à comprendre, elle écoutait, demandait et donnait des réponses avec cette autorité tranquille que les gens reconnaissent même s'ils ne savent pas lui mettre un nom. Ce fut grâce à elle que les associations commencèrent à venir. Un centre d'accueil pour réfugiés qui avait besoin de faire traduire des documents administratifs. Une association de femmes en situation de précarité qui avait des dossiers d'aide sociale à constituer et personne pour les aider à comprendre les formulaires. Une petite maison d'édition indépendante qui publiait des auteurs de langue peu connus et qui cherchait quelqu'un pour gérer la partie contractuelle. Camille répondait à tout, avec cette patience de quelqu'un qui a appris qu'expliquer clairement sans condescendance était l'acte le plus utile qu'on pouvait accomplir. Elle n'essayait pas de vendre ses services comme des miracles. Elle disait ce que c'était, pourquoi ça servait, quand il valait mieux voir un professionnel plutôt que de la payer elle. Cette honnêteté fut ce qui gagna la confiance plus vite que n'importe quel effort de communication. Au 4e mois, le local couvrait ses frais. Au 6e, il y avait un bénéfice, petit mais réel. Édouard, dont la situation judiciaire continuait de s'améliorer et qui avait réussi à structurer 2 nouveaux projets immobiliers de taille modeste mais rentable, proposa de prendre une participation minoritaire dans Fenêtre sur cour. Camille en parla avec Marguerite, qui relut le document proposé et suggéra 3 modifications. Édouard les accepta. La participation était claire, équitable, et ne changeait pas le fait que la boutique était celle de Camille. Un matin de mars, presque un an jour pour jour après que Camille avait quitté l'appartement de son père avec la valise Bordeaux, elle vit Bernard Rousseau dans la rue. Il passait sur le trottoir d'en face, seul, avec ce pas de quelqu'un qui vieillit plus vite qu'il ne le pensait. Il vit la boutique, vit le nom sur la vitrine, vit Camille derrière la caisse avec Jules dans les bras. Il s'arrêta. Camille le vit. Elle ne ressentit pas de la haine, pas de la satisfaction, pas de la pitié non plus. Elle ressentit cette distance tranquille de quelqu'un qui a laissé quelque chose derrière elle et qui n'a pas besoin de se retourner pour savoir que c'est loin. Bernard traversa. Il entra dans la boutique. Il regarda les livres, les étagères, Jules. Il regarda sa fille avec les yeux de quelqu'un qui est en train de faire un calcul qu'il n'avait pas prévu d'avoir à faire. « Tu as l'air bien », dit-il à voix basse, comme si ça lui coûtait. « On va bien », répondit Camille. Le silence qui suivit fut long. Bernard regarda Jules encore une fois. « Il s'appelle comment ?»« Jules, » dit Camille. « Jules Édouard Moreau. » Bernard ouvrit la bouche, la referma. « Moreau, » dit-il, comme si le nom lui arrivait différemment maintenant. Comme si toutes ses implications lui apparaissaient ensemble, dans cet ordre, pour la première fois. Camille le regarda. Ce nom est celui de son père, et personne ne le lui enlèvera. Bernard hocha la tête lentement. Quelque chose passa sur son visage qui n'était pas exactement du repentir, mais qui était ce qu'il y avait de plus proche de ça que Camille lui avait jamais vu. Puis il se retourna et sortit. Camille le regarda partir. Puis elle baissa les yeux vers Jules, vers les étagères ordonnées, vers la trace de main bleue sur l'affiche de la vitrine. Elle pensa à Thomas, à l'enveloppe Kraft, aux 4 pages, aux clés avec leur étiquette cartonnée, à tout ce qu'il avait fait en silence pour qu'elle ne se retrouve pas sans rien. Elle pensa à Marguerite brodant dans son fauteuil du bord du bois de Vincennes, à ses mains qui savaient tout lire les contrats, et préparer le tilleul et recevoir une femme enceinte à minuit sans avoir l'air surpris. Elle pensa à ce qu'elles avaient déconstruit toutes les deux, une veuve de 22 ans avec un bébé, et une vieille femme que sa propre famille avait mise de côté comme quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on préfère ne plus voir. Elle comprit ce que Thomas avait compris avant de mourir, que l'amour le plus grand ne se démontre pas en restant, il se démontre en préparant le chemin pour quand on n'est plus là. Et que les personnes que sa famille avait considérées sans valeur, sa fille sans héritage et la grand-mère mise au rebut, étaient exactement celles qui méritaient de rester avec tout. Marguerite mourut à 74 ans, un matin de novembre, dans son fauteuil près de la fenêtre qui donnait sur les arbres du bois de Vincennes,
avec un livre ouvert sur les genoux et son café froid à côté. Ce fut Camille qui la trouva, et elle dit ensuite, à ceux qui demandaient de comment c'était, que ça ressemblait à quelqu'un qui avait décidé que c'était le bon moment, ce qui était probablement vrai. Sur la pierre, avec le nom complet, Marguerite Vidal, Camille demanda qu'on grave une seule ligne supplémentaire. Elle disait simplement « celle qui savait ». Celle qui savait lire entre les lignes et recevoir les gens perdus et transmettre ce qu'elle savait sans le garder pour elle. Celle qui savait que le savoir ancien n'est pas moins savoir pour être ancien. Celle qui savait qu'une femme rejetée par sa propre famille peut encore être l'origine de quelque chose de bon si elle trouve une autre femme rejetée, et que toutes les deux décident de construire ensemble. La boutique Fenêtre sur Cour est toujours dans la rue du 11e arrondissement. Elle a les mêmes étagères qu'au premier jour, dans le même bleu pâle que Camille a choisi parce que c'était la couleur du lac de Genève, sur la photo d'un week-end que deux personnes ont pris ensemble, et dont il ne reste que l'image et ce que l'image garde en elle. Et on dit dans le quartier que si vous demandez à qui est derrière le comptoir d'où vient la boutique, on vous racontera l'histoire d'une femme de 22 ans qui est partie avec une valise Bordeaux et un enfant à naître, d'une vieille dame qui l'attendait sans le savoir encore, d'un homme qui avait tout perdu et qui est revenu différent, et d'un autre homme qui avait aimé assez pour préparer le chemin avant de ne plus pouvoir marcher, et que ce chemin a mené exactement là où il devait mener.